chers élèves, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois. Dans cette capsule, nous allons continuer notre cours de chimie. C'est la troisième vidéo. Le thème de ce cours, toujours destiné pour les sections SVT et PC, et pour d'autres branches bien sûr, nous allons étudier les transformations lentes et rapides. Comme vous le savez, il y a des réactions chimiques qui sont très rapides et d'autres qui sont lentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation rapide? Si elle se fait en une durée trop courte, pour que son évolution puisse être suivie à l'œil nu ou avec les instruments de mesure courants. Une réaction chimique rapide, c'est une réaction qui se fait instantanément, c'est-à-dire pratiquement en moins d'une seconde, la réaction a lieu. On n'a pas le temps de suivre son évolution à l'œil nu ou à mesurer quelques paramètres par des procédés de mesure que nous allons voir dans ce cours. Je donne un exemple. On trouve par exemple les réactions de précipitation, comme la réaction suivante. Les ions de plomb qui réagissent avec les ions iodures pour donner l'iodure de plomb. À l'état solide, c'est un précipité. Donc le symbole indique le précipité. Il y a des réactions acides-bases, surtout des réactions de dosage. On utilise des acides forts et des bases fortes. Ce sont des réactions aussi qui sont très rapides. Là, je donne l'exemple H3O+, plus HO- forment 2 molécules d'eau au cours du dosage. Donc, H3O+, c'est l'oxonium. HO-, c'est l'ion hydroxyde. Vous êtes censé connaître le nom de ces ions. Bien sûr, on trouve aussi les réactions explosives, qui restent aussi des réactions rapides. Alors, maintenant, nous allons voir les transformations lentes. Une transformation lente, c'est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec les appareils de mesure courants. Là, je cite par exemple des réactions d'oxydoréduction. Je ne cite qu'un exemple. Réaction des ions iodures avec l'eau oxygénée, appelée aussi peroxyde d'hydrogène. La réaction est la suivante. L'eau oxygénée, c'est H2O2 plus 2I- plus 2H+, donne I2, l'iode, plus 2 molécules d'eau. Alors là, mes chers élèves, vous remarquez qu'on a ajouté 2H+. Cela signifie seulement que la réaction se passe dans un milieu acide, tout simplement. Voilà, donc la définition d'une transformation rapide et une transformation lente, voilà leur définition. Alors maintenant, nous allons parler des facteurs cinétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur cinétique? C'est une grandeur qui modifie la vitesse de réaction. Je cite par exemple, grand T, la température est un facteur cinétique. La concentration du composé XI, comme on a vu la représentation de la concentration, ce sont des facteurs cinétiques. C'est-à-dire, si par exemple la température augmente, la vitesse volumique de réaction augmente. Si la température diminue, automatiquement cette vitesse va diminuer. De même, la concentration des réactifs. Si on augmente la concentration de l'un des réactifs, éventuellement on peut augmenter la vitesse volumique de réaction. Bien sûr,
la vitesse boulimique de réaction, on aura l'occasion de le voir dans un paragraphe dans cette capsule. Maintenant, nous allons parler des méthodes utilisées en cinétique chimique. Bien sûr, il s'agit des méthodes permettant de suivre l'évolution d'une transformation chimique, c'est-à-dire, nous allons parler beaucoup de cette fonction x égale f de t, la variation de la quantité de matière en fonction du temps. Alors maintenant, nous allons passer pour citer quelques méthodes utilisées en cinétique chimique. Alors bon, donc nous continuons. Alors nous allons voir les méthodes utilisées pour suivre l'évolution d'une transformation chimique. Alors, les méthodes chimiques. Alors parmi ces méthodes chimiques que nous allons traiter cette année, c'est le dosage. Bien sûr, cette année, nous allons utiliser le dosage acido-basique. C'est une partie qui est très importante. Vous êtes censé vraiment la connaître parce qu'il fera certainement sujet du bac ou d'exercice de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ou comment on va procéder pour effectuer un dosage acido-basique? On prend, ou plutôt doser une solution d'acide consiste à déterminer la concentration de l'espèce chimique dans cette solution. Dans ce cas-là, on utilise une solution titrante de concentration connue. Là, mes chers élèves, j'ai fait un dispositif expérimental qui n'est pas vraiment très bien fait, mais on aura l'occasion bien sûr de faire le dispositif complètement parce qu'il vous sera demandé par exemple, de le dessiner ou de le schématiser dans l'examen de fin d'année, ou bien on peut vous donner ce dispositif et vous allez remplir éventuellement les différentes composantes de ce dispositif. Alors, je voulais seulement vous donner une idée d'ensemble. Alors, on trouve une éprouvette graduée. Dans cette éprouvette graduée, on met la solution titrante de concentration connue, il est gradué. Là, il y a un bouchon, donc on l'ouvre peu à peu, au fur et à mesure. Donc la solution tombe goutte à goutte dans le bécher. Dans ce bécher, il y a la solution d'acide à doser. Bien sûr, on fixe un pH mètre, un dispositif qui calcule l'évolution du pH mètre en fonction du temps, et bien sûr un appareil magnétique, un agitateur magnétique pour homogénéiser la solution. Mais ça, c'est juste un petit détail. On aura l'occasion, bien sûr, de détailler cette procédure de dosage quand on va traiter les acides et les bases. Donc ça, c'est la méthode chimique. Alors maintenant, il y a une méthode physique qui permet de mesurer, par exemple, la conductivité sigma que vous avez vu l'année dernière en chimie. La conductivité qui dépend de la concentration de certaines espèces présentes. Alors, pour vous expliquer, je donne une réaction chimique A plus B- qui donne C plus D. Remarquez seulement que dans cette réaction chimique, il y a des ions, il y a des anions et des cations. Encore une fois, je rappelle, des anions qui gagnent, il y a un gain d'électrons. Là, des cations, perte d'électrons. C'est très important. L'expression de la conductivité est sigma égale somme de lambda I multiplié par la concentration XI. XI, bien sûr, correspond à l'ion dans la solution. Pour notre exemple, sigma égale lambda de B- multiplié par la concentration de B-,
plus lambda indice C de l'ion C+, multiplié par la concentration de C+. Alors l'unité, sigma est donnée en Siemens par mètre. La concentration XI de l'ion en mol mètre cube. Faites très attention mes chers élèves. Parce que parfois les données de l'exercice, par exemple le volume est donné en millilitres ou en litres. Quand il s'agit du calcul de la conductivité, vous êtes obligé de faire une transformation en mètre cube. À retenir, lambda I nommé la conductivité molaire ionique. Son unité en Siemens, mètre au carré, mol moins 1. C'est une donnée de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé de connaître ces valeurs par cœur. Donc, voilà ce qui concerne les méthodes physiques, en tout cas pour cette année. Petit c, on peut mesurer le pH mètre, ou bien pH mètre. Par exemple, on a dans un milieu réactionnel qui contient des ions H3O+, des ions oxonium. On peut mesurer le pH de cette solution, par exemple. Alors, il y a cette fameuse expression vraiment à retenir qu'on va aborder quand on va faire l'étude des réactions acido-basiques. Le pH est calculé par cette expression moins log de la concentration H3O+. Cette expression, c'est le logarithme décimal de base 10. Bien sûr, en mathématiques, quand on aura l'occasion d'étudier les fonctions logarithmes, nous allons voir toutes, bien sûr, ces propriétés des logarithmes. Alors, de cette expression, on peut déduire la concentration de H3O+, qui est égale 10 à la puissance moins pH. C'est l'une vraiment des relations à retenir. Mais comme je vous ai dit, mes chers élèves, surtout pour les nouveaux, on aura l'occasion de revoir tout ça quand on va étudier les acides et les bases. Bien sûr, mes chers élèves, parfois on utilise l'équation des gaz parfaits, que vous connaissez certainement, P fois V égale nRT. Savoir la pression en pascal, le volume en mètre cube, N en mol, T, la température absolue en Kelvin. Là, je vous ai mis comment on peut la calculer en Kelvin. C'est la température en degrés plus 273. R, c'est la constante des gaz parfaits. Si on vous donne cette valeur, parce qu'il a une autre valeur en atmosphère, ça on verra l'occasion certainement dans les exercices, c'est 8,31 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors mes chers élèves, dans les calculs par exemple, dans les données des exercices, on vous donne l'expression de R 8,31 joules. Alors le joule, c'est quoi? C'est le pascal multiplié par le mètre cube. C'est-à-dire, vous êtes obligé de donner la pression en pascal et le volume en mètre cube. Éventuellement, s'il y a des transformations à faire, il ne faut pas l'oublier. Alors maintenant, mes chers élèves, nous allons aborder une partie importante. C'est comment déterminer la vitesse volumique d'une réaction. Alors nous continuons, donc nous allons définir la vitesse volumique de réaction chimique. Alors cette vitesse volumique de réaction, bien sûr, il est donné par la relation V égale 1 sur petit v dx sur dt. Faites très attention, donc V c'est la vitesse, petit v c'est le volume de la solution. Alors la vitesse volumique de réaction, il est donné en mol, mètre cube moins 3, seconde moins 1. dx sur dt, c'est la dérivée de l'avancement x par rapport au temps, exprimé en mol, seconde moins 1. Selon les exercices, si le volume V est en litres, dans ce cas-là, la vitesse volumique de réaction est donnée en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Alors mes chers élèves, notez très bien, si la transformation est lente,
Donc ça prend un peu plus de temps. La vitesse volumique de réaction, il est exprimé en mol, litre moins 1, minute moins 1, ou en mol, litre moins 1, heure moins 1. Tout dépend bien sûr des données des exercices. Alors maintenant, c'est la partie qui va vous concerner le plus pour cette année, la détermination de la vitesse volumique de réaction graphiquement. Alors comme vous pouvez le voir sur ce graphe, là on donne le graphe qui représente l'évolution de x f de t, c'est-à-dire la variation de la quantité de matière en mol en fonction du temps. Là, remarquez que la courbe, c'est une courbe qui augmente progressivement, puis il se stabilise à un certain niveau. On dit que la fonction est une fonction croissante. Alors, si vous prenez une réaction chimique, en principe, ce graphe peut correspondre à la formation d'un produit. Alors, la question posée, que vous allez certainement attendre, c'est toujours déterminer la vitesse volumique de réaction à l'instant T1 pour notre cas. Voilà, l'instant T1. Bien sûr, dans les exercices, on peut vous demander la vitesse, déterminer cette vitesse volumique à différents instants, à l'instant T0, à l'instant T1, à l'instant T2 plus grand que T1. Ça, on verra l'occasion, bien sûr, de traiter dans les exercices. Alors, comment faire? Voilà la question que je me suis posée. Comment on va procéder? Alors, tout d'abord, voilà les 3 règles vraiment à respecter. Sinon, vous serez incapable de calculer cette vitesse volumique. C'est très simple. Alors, tout d'abord, là, ils nous ont demandé à l'instant T1. Donc, nous allons marquer un point, la projection de ce point sur l'axe des abscisses. Voilà, ce point-là. Et là, on trace la tangente à l'instant T1 sur la courbe. Alors, j'ai nommé cette tangente grand T. Après, on choisit 2 points A et B sur T, sur la tangente, pas sur la courbe. Après, on calcule dx sur dt qui est le coefficient directeur de la tangente t. Alors, comment on calcule ce coefficient directeur? Comme on a choisi 2 points sur la tangente, alors pour le point A, il correspond à la quantité de matière XA sur l'axe des ordonnées. Pour le point B, il correspond à la quantité de matière XB sur l'axe des ordonnées. Bien sûr, le temps TA sur l'axe des temps et TB sur l'axe des temps aussi. Le coefficient directeur dx sur dt égale à quoi? XB moins XA sur TB moins TA. Et bien sûr, on remplace V qui est égal à 1 sur petit v multiplié par dx sur dt qu'on a calculé et on trouve bien sûr la valeur après avoir remplacé le volume par sa valeur. N'oubliez pas l'unité de la vitesse volumique réactionnelle. Bien sûr, tout dépend du donné du temps de l'axe des abscisses. Et voilà, donc c'est très simple. En général, ça ne pose aucun problème. Maintenant, nous allons passer au paragraphe, à la dernière paragraphe. Nous allons parler de T1,5 et comment ce temps il influe sur l'évolution de la réaction chimique. Alors, nous allons aborder le dernier paragraphe de ce cours dans cette capsule. Alors, détermination de T1,5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps de T1,5 pour une réaction chimique? Définition. T1,5, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement x est égal à la moitié de x final. C'est-à-dire, à l'instant T1,5, on a x final sur 2. Alors, si, par exemple, la réaction est totale, x final égale x max, à l'instant T1,5, on a x max sur 2. Alors, ce qui nous concerne, c'est déterminer graphiquement T1,5.
là, on vous donne x égale f de t, la variation de la quantité de matière en fonction du temps. Donc le graphe est une fonction croissante. Alors pour déterminer t1,5, il suffit seulement graphiquement de trouver x final en projetant sur l'axe des ordonnées l'asymptote horizontale qui donne la valeur de x final. Nous allons trouver x final sur 2 et on fait la projection sur la courbe qui va nous permettre de donner t1,5. C'est la procédure à suivre. Alors maintenant, ce qui est très important aussi, c'est que t1,5 donne une idée sur l'évolution d'une réaction chimique et permet de choisir la bonne méthode pour suivre l'évolution de la réaction. Est-ce qu'on peut, par exemple, suivre l'évolution par un dosage, par une procédure physique ou autre? Alors maintenant, nous allons voir l'influence de la température sur le temps de t1,5. Là, nous avons toujours une variation de la quantité de matière en fonction du temps. Et là, on va jouer sur la variation de la température. Le graphe rouge, c'est à la température θ1. Le bleu à la température θ2. Avec θ2 supérieur à θ1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Quand on détermine pour x final pour le rouge, alors on va trouver x final sur 2, donc t1,5, c'est en rouge. Alors, pour le graphe bleu, alors vous pouvez toujours remarquer, c'est toujours x final, on a x final sur 2, parce qu'on ne change pas la concentration des réactifs. Alors, je fais la projection sur le graphe bleu et je détermine t1,5. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Si on augmente la température, d'après le graphe, on fait diminuer t1,5, ce qui implique une augmentation de la vitesse de la réaction. Ce qui montre vraiment que la température est un facteur cinétique. Alors maintenant, nous allons aborder l'influence de la concentration sur t1,5. De la même manière, donc nous donnons la variation de la quantité de matière en fonction du temps. Là, on conserve la même température et on change la concentration de l'un des réactifs. Nous obtenons les deux courbes en rouge et en bleu. Alors, on détermine t1,5 graphiquement. Alors, pour la courbe rouge, on a x final, c'est pareil. On cherche x final sur 2, voilà t1,5. Pour la courbe bleue, x final, elle est là. On cherche x final sur 2 et t1,5, elle est là. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on augmente la concentration de l'un des réactifs, qu'est-ce qu'on remarque? On diminue le temps t1,5 et bien sûr, la vitesse de la réaction chimique augmente. Alors, mes chers élèves, ce sont pratiquement les deux cas que nous allons aborder dans les exercices, éventuellement, avec la détermination graphique de la vitesse volumique réactionnelle. Alors, j'ai pratiquement terminé cette capsule. Encore une fois, mes chers élèves, ce sont des parties qui sont très importantes. Il faut vraiment les connaître. Ce sont vos connaissances de base. Alors, il me reste seulement une seule capsule dans cette partie de la chimie que je vais la consacrer à l'étude des réactions d'oxydoréduction. J'attends toujours vos commentaires, bien sûr, vos suggestions. Je vous remercie de votre aimable attention et fidélité et je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt.